Est-ce que vous pouvez m'entendre? Ah, oui. Entendu. Merci, merci. Je voulais simplement m'assurer que l'enregistrement soit lancé. Merci beaucoup, Sonia. Et donc aujourd'hui, nous allons conclure ce cycle sur les artistes à l'asile. Et je vais vous parler d'Antonin Artaud pour cette quatrième et dernière présentation. Alors, lorsque l'on fait une brève recherche sur Antonin Artaud, on peut lire théoricien du théâtre, scénariste, acteur, écrivain, essayiste, poète, chroniqueur radiophonique et dessinateur. On s'aperçoit ainsi très tôt qu'il s'agit d'un personnage complexe, hors norme. Alors mon exposé ne sera donc qu'une ébauche de la vie et de l'œuvre prolifique de cet artiste. Alors c'est à Marseille que naît Antoine-Marie Joseph Artaud, dit Antonin Artaud. Alors il voit le jour le 4 septembre 1896 et va grandir dans une famille bourgeoise. Roi Artaud, son père, est capitaine de marine marchande. Roi a épousé sa cousine Euphrasie Nalpas, née à Izmir, en Turquie. Alors les parents d'Antonin Artaud ont donc des liens de consanguinité. En effet, ces deux grands-mères sont sœurs. Les familles Artaud et Nalpas, on sans doute, forment une sorte de tribu. On y parle français et turc, mais aussi italien, la langue des bonnes de la famille. Alors Antonin est un enfant choyé, mais sa jeune enfance est obscurcie par la maladie. Atteint d'une méningite, dès l'âge de 4 ans et demi, il souffre. Il a des maux de tête chroniques. En période de crise, il voit double et il est pris de tics faciaux et de bégaiement. Très tôt, on va soumettre Antonin à l'électrothérapie, mise à l'honneur en France par le fameux docteur Charcot. On tente alors de traiter ces douleurs chroniques par un système d'électrodes fixées sur sa tête. On pense que les contractions musculaires déclenchées par le courant parviendront à le guérir. Mais tout est vain. Le petit Antonin endure ce supplice sans pour autant être soulagé. Alors d'autres épisodes pénibles traversent sa jeune enfance. Il a 6 ans quand, en vacances chez sa grand-mère à Izmir, il manque de se noyer dans la mer Égée. Traumatisé, il commence déjà à se poser ses premières questions métaphysiques. Qu'est-ce donc que d'être? Qu'est-ce donc que de vivre? Il raconte aussi qu'en 1905, à l'âge de 9 ans, il perd sa sœur Germaine. Elle a seulement 7 mois. Bousculée violemment par une bonne, elle tombe et c'est l'accident. Cet épisode tragique va le marquer. Il écrira plus tard, du cimetière Saint-Pierre à Marseille, elle me regarde encore et encore. Je la sens tout près de moi. En 1907, à 11 ans, Antonin entre au collège du Sacré-Cœur à Marseille. Fragile, il souffre toujours de maux de tête. Les pères maristes lui procurent une éducation religieuse. L'histoire ancienne, le grec,
le latin le passionne. À l'âge de 14 ans, il fonde avec une poignée de camarades une revue poétique. C'est là qu'apparaissent ses premiers poèmes. Il est très inspiré par Edgar Poe, Baudelaire et Rimbaud. Adolescent, Antonin, futur homme de théâtre, a déjà le don de la mise en scène. Chaque année, ses parents le chargent d'installer la crèche sous le sapin de Noël. Et avec ses cousins, il monte de petits spectacles qu'il écrit et qu'il joue en famille. Mais bien souvent, ces scénarios ont un aspect lugubre. Ainsi, vers 14 ans, il crée une scène intitulée « Enterrement au crépuscule ». Et bien sûr, il se réserve le rôle du cadavre. Son univers mental, si particulier, est déjà très tourmenté. En 1914, alors qu'il a 17 ans, Antonin est un très beau jeune homme. Il a les traits fins, le visage lisse et magnétique. Mais derrière ce masque se cache une dépression profonde et il est incapable de se présenter au baccalauréat de philosophie. La Grande Guerre qui éclate contribue à son abattement. Mais il dit devoir son déchirement intérieur à sa première expérience sexuelle. Il a le sentiment de s'être fait voler une partie de lui-même. Et le sexe, chez lui, ne sera jamais une aventure radieuse. Il reste un objet de lamentation, de conflit, voire d'horreur. En 1915, sa dépression s'intensifie. On l'envoie alors au sanatorium de la Rouguière, à Marseille. Il va ainsi passer 2 années entre les murs d'un château, entouré d'un grand parc. Il se plaint de ce qu'il nomme une effroyable maladie de l'esprit, sa déperdition de pensée. Cette maladie, dit-il, vide son cerveau. Elle est responsable de ses grandes douleurs psychiques et physiques. On s'en doute, Antonin ne participera pas à la Première Guerre mondiale. Alors qu'elle fait rage, 18 millions de morts en tout, il passe ses années au sanatorium à écrire des poèmes. Il les publie en 1916 dans la Revue de Hollande, un périodique littéraire et artistique français. Je cite ici un bref extrait d'un poème intitulé « Le navire mystique », poème qui n'est pas sans rappeler son propre naufrage et celui des nations. Il se sera perdu, le navire archaïque, aux mers où baigneront mes rêves éperdus, et ces immenses mâts se seront confondus dans les brouillards d'un ciel de Bible et de cantiques. Antonin a une idée claire de la poésie. Il nous dit « Le poète se croit libre, mais il ne l'est pas. Il n'est pas le père de ses œuvres. Il en est le fils. C'est l'inconscient producteur de la vie qui l'a désigné pour être son poète. » Lorsqu'il sort du sanatorium à 21 ans, Antonin n'a encore jamais gagné sa vie. Pourtant, il va bientôt faire
ses premiers pas d'acteur au cinéma. En 1917, il fait de la figuration dans Mater Dolorosa, un film muet du réalisateur français Abel Gance. Alors que la guerre se poursuit, il peint, il dessine, il écrit. Mais ses douleurs l'accablent. Ses médecins lui prescrivent du laudanum, un médicament à base d'opium, très asservissant. C'est le début d'une accoutumance qui, hélas, ne le quittera plus. En 1920, à 24 ans, Artaud quitte Marseille et monte à Paris. Il s'installe alors à Villejuif. Son médecin de famille marseillais confie le suivi d'Antonin à Édouard Toulouse. Le docteur Toulouse dirige à Villejuif un laboratoire de psychologie expérimentale que va fréquenter le jeune artiste. Mais Toulouse n'est pas seulement médecin, il est aussi directeur d'une revue littéraire intitulée Demain. Antonin en devient alors le secrétaire de rédaction. Toulouse l'incite à continuer sa production poétique et à écrire des articles. C'est selon lui la meilleure des thérapies. Alors Paris stimule Artaud. Il commence à s'intéresser au théâtre et il fait la rencontre de Lunier Poët qui dirige la Comédie Française. C'est un adepte du mouvement symboliste et Antonin va s'y intéresser de très près, car le mouvement symboliste tend à suggérer l'existence d'un monde spirituel et invisible. Bref, il fait appel à des auteurs portés sur le mystérieux. Le symbolisme revendique aussi une certaine liberté d'écriture par rapport à la forme classique. Voilà qui convient parfaitement à Antonin. Après quelques mois passés à Villejuif, il s'installe dans une pension dans le 16e arrondissement de Paris. Et en 1920, il découvre le mouvement artistique Dada. Alors, c'est un mouvement provocateur, iconoclaste, et qui rejette toutes les idéologies. Ce qui plaît à Antonin chez les Dada, c'est l'extravagance, l'esprit loufoque et rebelle du mouvement. Au début des années 20, Artaud rencontre Charles Dullin, metteur en scène et comédien. Dullin est le fondateur du théâtre de l'Atelier, sorte de laboratoire avant-gardiste d'art et d'essai. Les acteurs vivent en communauté. Dullin veut qu'ils partagent leur vie et leur travail. Il est réputé pour la qualité de ses cours à base d'improvisation et de mime. Et c'est sous sa direction qu'Artaud va faire ses véritables premiers pas d'acteur. Dullin dira de lui, je cite, « Il joue avec le tréfonds de son cœur, avec ses mains, avec ses pieds, avec tous ses muscles, tous ses membres. » Cette rencontre est un tournant. Et en 1921, Artaud joue l'Avare de Molière, son premier grand rôle. Dullin reconnaît aussi en lui ses talents graphiques. Ainsi, il lui demande
de dessiner des costumes et les décors de certaines de ses pièces. Mais cette période si prolifique cache une face sombre. En effet, la santé mentale et physique d'Artaud décline et sa dépendance à la drogue s'aggrave. À la même époque, Antonin rencontre Génica Athanasiou. C'est une comédienne d'origine roumaine qui étudie chez Dulin. Elle est d'une rare beauté. À 25 ans, Antonin écrit « J'ai trouvé l'amour céleste dont je rêvais. Elle est le seul être avec qui je peux être moi-même. C'est un amour entier, absolu. » Lorsqu'ils sont éloignés, il envoie à Génica des lettres tourmentées et douloureuses. C'est une passion très cérébrale. Retranché dans son absolu, il veut Génica tout entière à lui, sans pouvoir y parvenir. Il doute et il s'irrite de ne pas être compris. Et Génica va partager sa vie pendant 5 années chaotiques. Au début des années 20, Artaud fréquente aussi le salon mondain de son ami allemand Kahnweiler. Kahnweiler est collectionneur d'art et promoteur du mouvement cubiste. Grâce à lui, Artaud rencontre le compositeur Erik Satie, l'architecte Le Corbusier, le peintre naïf Élie Lascaux, Jean Dubuffet, théoricien de l'art brut, et le cinéaste Roland Tual. Bref, Artaud est au contact des cercles intellectuels et artistiques parisiens les plus en vue. Kahnweiler, mécène, aide de jeunes auteurs à publier. André Malraux et Robert Desnos, par exemple, mais aussi Antonin Artaud, qui publie ainsi des recueils de poèmes. 1923 est une année prolifique pour Artaud. On le retrouve sous tous les fronts artistiques. Acteur au cinéma, comédien au théâtre, poète et penseur, décorateur, dessinateur. Il obtient un rôle dans Faits divers, un court-métrage de Claude Autant-Lara. Alors, c'est un petit film, un poème visuel expérimental, sans texte. 2 hommes amoureux d'une même femme se jalousent et se battent. On voit alors Antonin mourir à l'écran, étranglé au ralenti par un mari jaloux. Artaud s'intéresse de plus en plus au cinéma. Il écrit « C'est un médium essentiellement sensuel qui vient bouleverser toutes les lois de l'optique, de la perspective et de la logique. » Il espère en fait faire une grande carrière cinématographique, mais mal payé, indigné en permanence, radical et marginal, sa carrière d'acteur de cinéma va rester bien modeste. En 1923 encore, Artaud joue au théâtre le rôle de Charlemagne dans une pièce de Dulin, mais il est en désaccord avec la direction d'acteurs. Il déclare « Pour Dulin, les acteurs ne sont que des marionnettes.
Il quitte alors la troupe du théâtre de l'Atelier. Il en profite pour écrire. Ainsi, de 23 à 24, il correspond intensément avec Jacques Rivière, directeur de la Nouvelle Revue française. Créée en 1909 par André Gide, cette revue s'intéresse principalement au roman, au théâtre et à la poésie. Cela va être l'occasion pour Artaud d'un débat par lettres interposées avec Rivière, car ce dernier avait refusé de publier un recueil de poèmes que lui avait soumis Artaud. Mais Rivière décède en 1925 et en 1927, la Nouvelle Revue française décide de publier leur correspondance. Le public découvre alors en Artaud un épistolier de premier plan. Alors pour Artaud, cette période coïncide avec une autre rencontre fondamentale. En 1924, il fait la connaissance du poète et écrivain André Breton. Breton est l'un des principaux animateurs et théoriciens du mouvement surréaliste. Alors, bien plus radical que le symbolisme, le surréalisme rejette l'idée même de raison. Un surréaliste doit donc laisser parler son inconscient, cet esprit venu d'ailleurs et qu'il habite. Se sentant étranger à lui-même, Artaud rejoint les surréalistes avec enthousiasme. En 1925, il publie un recueil de 5 poèmes en prose au titre obscur, L'ombilique des limbes. Il cherche à y démontrer les aspects bénéfiques de l'opium qui, selon lui, rattache le corps à l'esprit. Il écrit « Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas dans l'esprit. » La drogue lui permet donc d'atteindre ce qu'il nomme sa lucidité anormale. Et il continue « L'opium libère et surélève mon esprit. » Du coup, son écriture se fait de plus en plus impénétrable. Les critiques parlent, je cite, de son style déstructuré et caractérisé par des spasmes de langage. Le comédien Louis Barrault se désespère. Il dit « Tant qu'Artaud garde sa lucidité, il est fantastique, royal, drôle. Mais quand sous l'effet de la drogue, la machine se met à grincer, c'est pénible et on souffre pour lui. » Alors pourtant, Artaud va bien vite s'éloigner du mouvement surréaliste. En effet, des auteurs comme Breton, Louis Aragon et Paul Éluard se rapprochent du Parti communiste. Artaud reproche alors avec vigueur à ses anciens amis de trahir l'idéal surréaliste, car ce qui l'intéresse, c'est l'inconscient et l'immatériel, certainement pas une doctrine politique terre à terre. Au milieu des années 20, Artaud se tourne à nouveau vers le cinéma. Pour ce faire, il contacte son cousin Louis Nalpas. Louis Nalpas est le directeur artistique
de la Société des ciné-romans. En 1924, Artaud joue dans le film Surcouf, Roi des corsaires. Et en 1927, Artaud décroche son plus grand rôle, le révolutionnaire Marat, assassiné dans sa baignoire dans le célèbre film d'Abel Gans, Napoléon. On le retrouve donc encore dans un rôle tragique, une victime agonisante. Puis, en 1928, il tourne dans un film lugubre de Léon Poirier, Verdun, Vision d'histoire. Artaud écrit « Verdun n'est pas un film patriotique, mais un film pour inspirer aux masses l'horreur de la guerre. » Alors, toutes ces expériences poussent Artaud à devenir scénariste. Mais sur une douzaine de scripts qu'il propose, un seul sera retenu et joué au cinéma. Il s'agit de La Coquille et le clergyman, produit par la réalisatrice française Germaine Dulac. C'est un court-métrage muet formé d'une succession d'images surréalistes sans logique apparente. Le 9 février 28, la première a lieu, mais le film est totalement incompris du public. La censure britannique l'interdit même sur son territoire. Le motif est le suivant, je cite, « Ce film est si obscur qu'il semble pratiquement dénué de sens, mais si sens il y a, il ne saurait être qu'inconvenant. » La Coquille et le clergyman sera le premier et le dernier film écrit par Artaud. Il se sent incompris. Sa flamme cinématographique s'est désormais éteinte, d'autant qu'il rejette le cinéma parlant qui voit le jour. Il déclare « Ce monde cinématographique est un monde mort, illusoire et tronçonné, sans relation avec l'existence. » Et il fonde désormais ses espoirs sur le théâtre. Artaud a maintenant un désir profond, fonder sa propre compagnie théâtrale. Pour cela, il s'associe à Roger Vitrac, un poète français, et à Robert Harron, auteur d'ouvrages historiques. Artaud, Vitrac et Harron créent alors en commun le théâtre Alfred Jarry. Le psychanalyste René Lalandi, qui compte Artaud parmi ses patients, apporte son soutien financier à la création de la compagnie. Alors, malgré la santé fragile d'Artaud, la nouvelle compagnie produit 3 spectacles entre 1927 et 1929. Antonin compte, je cite, « contribuer à la ruine du théâtre tel qu'il existe actuellement en France ». Et il déclare qu'il veut aller au plus profond de ce qu'est l'esprit, la nature, la matière et Dieu. Bref, il compte fonder un théâtre métaphysique. Mais tout cela débouche sur des créations qui déroutent le public. Les réactions de la presse sont hostiles et très vite, le théâtre Alfred Jarry disparaît.
En 1931, Artaud assiste à une représentation du théâtre de Bali lors de l'exposition coloniale de Paris. Il est émerveillé par les masques traditionnels en bois sculpté et peint que portent les acteurs. Il en ressort ébloui. Le théâtre de Bali est pour lui un état qui précède le langage. Le message se transmet sans parole à travers musique, attitude et mouvement. Pour Artaud, ce théâtre balinais remonte donc aux sources de la communication. C'est une révélation, comme ce fut le cas pour le cinéma des origines. Le théâtre peut donc se passer de mots. Artaud, on le comprend, est certes un praticien, mais surtout un théoricien du théâtre. En 1932, il écrit 2 manifestes. Il va alors théoriser un concept qui va définir sa carrière, le théâtre de la cruauté. Or, cruauté, non pas comme un acte de violence, mais comme un acte de souffrance. Souffrance des acteurs qui portent en leur chair et leur âme la malédiction du monde telle qu'Artaud la ressent. Alors cette forme dramatique, révolutionnaire, se veut aux antipodes du théâtre traditionnel. Artaud rejette ce qu'il appelle le théâtre de bibliothèque, qui repose avant tout sur le texte. Ce qui prime pour lui, c'est le metteur en scène. Lumière, costume, gestes, bruitage doivent supplanter les mots. Artaud veut de l'irrationnel et du grotesque. Il déclare: le théâtre doit être un foyer dévorant, un bain de feu. Car, plus que tout, il cherche à créer chez le spectateur un émoi, un ébranlement. Et il en est convaincu. La foule pense d'abord avec ses sens et non avec sa raison. Artaud se transforme donc en alchimiste du théâtre. Mais là encore, son concept du théâtre de la cruauté est loin de faire l'unanimité. Il bouscule trop les habitudes. Par exemple, dans sa pièce La Peste, il joue le rôle d'un pestiféré. Il apparaît sur scène le visage convulsé d'angoisse. Il porte sur lui la mort qui rôde, la fièvre et la souffrance. Il se voit en fait en symbole de l'agonie de tous les vivants. Mais le public, d'abord ahuri, se met à rire, puis à quitter la salle. Artaud est terriblement humilié par cet échec. Incompris, il dit des spectateurs: ils ne savent pas qu'ils sont morts, sourds et aveugles. Cette agonie, c'était aussi la leur. En 1935, Artaud atteint un niveau de toxicomanie avancé. Héroïne, cocaïne, laudanum ne le quittent plus. À près de 40 ans, il ne reste plus grand-chose du beau jeune homme d'antan. C'est pourtant à cette époque qu'il rencontre Cécile Schramm. Cécile est une jeune fille belge
de la grande bourgeoisie bruxelloise. Il s'éprend d'elle, déclare vouloir l'épouser, mais sans atteindre à sa virginité avant son mariage. Fascinée par cet être étrange, Cécile l'accompagne désormais dans sa vie à Montmartre. Mais Artaud est en quête perpétuelle d'un ailleurs. Alors, en 1936, il décide de partir au Mexique. Dans les montagnes, il se rend à cheval chez les Tarahumaras, tribu amérindienne d'origine aztèque. En conséquence, il entre en contact avec la religion chamanique. Artaud assiste à des rites visionnaires où le chaman est l'intercesseur direct entre la tribu et les esprits. Lors de danses rituelles, des hommes s'agitent toute la nuit dans de grandes capes d'étoffe multicolores. C'est là qu'Artaud découvre le peyote, une substance hallucinogène extraite d'un petit cactus local. Ce voyage au Mexique conforte Artaud dans ses théories théâtrales. Pour lui, un comédien doit entrer en transe, tout comme ses danseurs amérindiens. Le comédien doit, je cite, prendre sur ses épaules la colère errante de l'époque pour en débarrasser la société. Bref, selon Artaud, le comédien devient un intercesseur guérisseur. Alors, dès son retour du Mexique, Artaud entame un cycle de conférences sur son voyage. Il fait la promotion de son livre « Un voyage au pays des Tarahumaras ». Ces réunions font souvent salle comble. Le 18 mai 1937, il va à Bruxelles. 300 personnes sont venues l'écouter. Mais durant sa présentation, il est pris d'une crise de folie. Il se met à hurler, à gesticuler, comme envoûté. Les journaux relatent cet épisode. C'en est trop. Cécile Schramm rompt avec Antonin. Il ne l'épousera donc jamais. Quelques mois plus tard, Artaud, dépité, embarque pour l'Irlande. Cette fois, il part à la recherche de la dernière descendance authentique des druides. Sa santé mentale est préoccupante. Se faisant mystique, il annonce « Les druides possèdent les secrets de la philosophie nordique, ils savent que l'humanité doit disparaître par le feu et par l'eau. » En août 1937, il débarque donc aux îles d'Arran, dans le village de Kinloran, au sud-ouest de l'Irlande. Son séjour va durer 1 mois environ. Il loue une chambre chez l'habitant, mais semble l'avoir quittée sans payer. Il se rend ensuite à Galway, et là encore, il part sans payer sa chambre. Démuni, il trouve refuge à l'asile de nuit Saint-Vincent de Paul. Puis on le retrouve à Dublin. Il y est arrêté pour vagabondage. Les Irlandais le mettent de force à bord d'un bateau américain, le Washington,
qui fait escale au port français du Havre. Les gendarmes l'accueillent, puis on l'emmène en camisole de force à l'hôpital général. Là, en plein délire, Artaud est persuadé qu'André Breton, le poète, est mort en voulant le libérer. Il hallucine, il prétend qu'on lui envoie des gaz dans sa cellule, qu'on lui met des chats sur la figure, il voit des hommes noirs près de lui, se croit traqué par la police. Le 13 octobre 1937, le diagnostic indique, je cite, un homme violent, dangereux pour lui et pour les autres, souffre de troubles hallucinatoires et victime d'un syndrome de persécution. En novembre 1937, il est transféré à l'hôpital psychiatrique des Quatre-Mares à Sotteville-lès-Rouen, en Normandie. Il est placé à l'isolement dans une cellule. Totalement incohérent, Artaud est persuadé qu'on cherche à l'empoisonner. Il prétend désormais être grec orthodoxe, né à Smyrne et poursuivi pour ses opinions politiques. Il déclare s'appeler désormais Antonio Alanopoulos. En avril 1938, grâce aux efforts de sa mère, Artaud quitte la Normandie. Il est transféré au centre psychiatrique de Sainte-Anne, à Paris. Là, Artaud retrouve le docteur Toulouse. Antonin va passer 11 mois à Sainte-Anne. Sa pathologie s'étoffe. On diagnostique une mégalomanie syncrétique. En effet, dans sa tête fusionnent plusieurs cultures différentes. La France, le Mexique, l'Irlande, la Grèce et un au-delà imaginaire. Il vit donc désormais dans un monde parallèle dont il est le représentant unique. Il s'isole, refuse de recevoir des visites, même sa mère ne peut le voir. Il continue pourtant à écrire, car dans son délire, il trouve l'inspiration. En février 1939, Artaud est transféré à l'hôpital de Villévrard, à 10 km de Paris, celui-là même où fut interné Camille Claudel, nous l'avons vu, en 1913. Les crises de paranoïa d'Artaud s'aggravent. Il est atteint d'excitation psychique. Il est persuadé qu'un soir d'août 1939, Dieu est venu en personne l'assassiner, car il n'était pas resté vierge. Pour lui, Antonin Artaud est mort. Ainsi, de 1939 à 1943, il va signer tous ses écrits Antonin Nalpas, s'attribuant le nom de famille de sa mère. Car, pense-t-il, Dieu l'a sauvé, lui donnant une âme vierge et immaculée dans le corps d'Antonin Nalpas. Mais son esprit reste torturé. Il craint que le désir de jouissance revienne dans son corps d'homme neuf. Considéré incurable, il ne reçoit aucun traitement. Et c'est ainsi qu'Antonin Nalpas va passer 3 années à l'asile de Villévrard. Alors, lorsque la guerre éclate
en 1940, le rationnement se fait sentir. Artaud écrit à sa mère afin qu'elle lui envoie des colis de nourriture. Affamé, il a perdu plus de 10 kilos. Sa maigreur fait peur à voir, il perd ses dents. Il contacte aussi son ancien amour, Jenica. Il espère qu'elle lui fera parvenir de l'héroïne, ce qui est illusoire, bien sûr. Sa condition se détériore vite, d'autant que les médecins allemands sont adeptes des traitements aux électrochocs. Après des essais sur des lapins, puis des porcs, ils font maintenant des expériences sur des patients. Artaud est leur victime, mais trop faible pour supporter ce traitement, il sombre dans un coma. Sa mère fait alors appel au poète surréaliste Robert Desnos. Elle souhaite à tout prix sortir son fils de l'asile de Villévrard. Desnos est un proche de Gaston Ferdière. Ferdière est le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Rodez, situé dans le sud-ouest de la France. Les démarches de Desnos aboutissent et en janvier 1943, Artaud, véritable locumène, est transféré à Rodez. Il a 47 ans. Gaston Ferdière va le sauver d'une mort certaine. Le docteur Ferdière est un pionnier de ce qu'il appelle l'art-thérapie. C'est une pratique de soins qui permet aux patients de s'exprimer à travers les arts. Ils canalisent ainsi leurs émotions et retrouvent parfois un certain équilibre. Petit à petit, Artaud trouve le potentiel créateur qu'il avait perdu à Villévrard. Ferdière espère que ce cheminement va mener Artaud à la rémission. 6 mois après ce traitement, Antonin se réapproprie le nom Artaud. Grâce à l'art-thérapie, il dessine énormément. Il écrit même un petit ouvrage, Le rite du peyote chez les Tara ou Maras. Cependant, tout n'est pas si rose à Rodez. En juin 1943, une fois encore, Artaud est soumis à des séances d'électrochoc. Elles provoquent chez lui des crises convulsives et une fracture des vertèbres. Artaud ne peut alors plus quitter son lit durant 2 mois. Puis, victime d'acharnement, il subit une nouvelle série de 12 séances d'électrochoc de mai à juin 1944. Il écrit à sa mère et la supplie. Ce traitement est une torture affreuse. Je me sens suffoqué, tombé comme dans un gouffre d'où ma pensée ne revient plus. Il écrit aussi au docteur qui le soigne. L'électrochoc me désespère. Il m'enlève la mémoire. Il engourdit ma pensée et mon cœur. Il fait de moi un absent. Je suis comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui-même. Mais les médecins n'en démordent pas. Le patient présente moins de gesticulation et moins de confusion mentale, dit-il. Pendant ce temps,
la haine d'Artaud pour ses médecins ne fait qu'augmenter. À partir de 1945, Artaud, toujours interné, se met à écrire ce que l'on appelle les cahiers de Rodez. Il écrit et dessine, en fait, dans des cahiers d'écoliers qu'on lui procure. Il en compose ainsi 106. Il se fixe le but de rassembler sous ses coups de crayon l'activité du monde humain. Artaud, nous l'avons vu, excelle aussi dans l'art d'écrire des lettres. Il adresse de nombreux courriers à Jean Dubuffet, le fameux peintre et sculpteur français, théoricien de l'art brut. Artaud fait part à Dubuffet de son désir ardent de sortir de l'asile de Rodez. Il lance également des appels au romancier Raymond Queneau et à l'acteur Roger Blin. Mais le docteur Ferdière est très réticent. Il hésite à laisser sortir Artaud. Ne se déclare-t-il pas toujours sous l'emprise d'envoûtement? Pourtant, l'élite intellectuelle française se rend à son chevet. La critique littéraire Marthe Robert, l'écrivain russe Arthur Amadov, l'actrice Colette Thomas, tous viennent lui rendre visite. Un comité de soutien se met alors en place. Une pétition voit le jour exigeant la libération d'Artaud. Dubuffet, André Gide, Picasso et Sarah Bernard sont parmi les signataires. On organise même des spectacles pour défendre sa cause. Tous ces efforts vont payer. Ainsi, Artaud finit par quitter Rodez. Il arrive en gare d'Austerlitz, à Paris, le 26 mai 1946. Désormais, il est hébergé dans la clinique du docteur Delmas à Ivry. C'est une clinique ouverte, c'est-à-dire qu'il est libre de ses mouvements dans la ville. Pour son retour, Sarah Bernard organise une représentation afin de collecter des fonds. Une vente aux enchères a lieu avec des tableaux donnés par de grands artistes. Hélas, avec cet argent, Artaud en profite pour reprendre sa consommation de drogue. Il écrit et dessine avec une rage folle. Il remplit 400 cahiers. Il fait des autoportraits, des portraits d'amis au crayon de papier et à la craie grasse. Du 14 septembre au 4 octobre 1946, Antonin séjourne chez l'actrice Colette Thomas à Saint-Maxime, en Provence. Pris de dépression schizophrénique, ses textes se font de plus en plus violents, vociférants. L'adresse au Dalai Lama, 4 pages, en est un bon exemple. Une seule phrase va donner le ton de son discours. S'adressant au Dalai Lama, il écrit « Vous n'avez rien qu'un cul dans le cerveau ». Il écrit aussi l'adresse au pape, 4 pages également. Il interpelle Pie XII en ces termes « Je renie le baptême. Dieu et son Christ ne sont que des idées qui portent la sale marque de la main de l'homme. »
Et comme dans l'adresse au Dalai Lama, le texte est truffé d'expressions crues à caractère sexuel. Il faut bien avouer que ces écrits qu'il considère comme des révélations insupportables deviennent franchement illisibles. Artaud s'attaque au diktat des psychiatres. En mars 1947, dans un essai intitulé Van Gogh, le suicidé de la société, il nous dit « J'ai passé 9 ans dans un asile d'aliénés. Chaque conversation avec un psychiatre me donnait l'envie de me pendre, car je sentais que je n'avais pas la force de l'égorger. » En 1946, il écrit une œuvre intitulée « Le retour d'Artaud le Momo ». C'est un tapuscrit de 11 pages, un texte poétique, violent et explosif. Virulent, il s'attaque à la sexualité et aux électrochocs. Insondable, Artaud laisse le public pantois et déconcerté. À Paris, on le retrouve aussi sur les ondes radiophoniques. En juin 1946, Artaud enregistre un texte dont il est l'auteur, Les malades et les médecins. Je cite ici quelques lignes. « J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Guérir une maladie est un crime. Je considère que c'est à moi, sempiternel malade, de guérir tous les médecins. » En novembre 1947, il enregistre un autre texte déroutant pour en finir avec le jugement de Dieu. Alors, trop controversé, il ne sera jamais radiodiffusé. Disponible aujourd'hui sur Internet, certains y entendent un dément, d'autres un extra-lucide. L'homme, dit-il, est un malade parce qu'il est mal construit. Si personne ne croit plus en Dieu, alors tout le monde croira de plus en plus dans l'homme. Et visionnaire, il dénonce l'avènement de la procréation artificielle et l'esprit guerrier de l'Amérique. Mais Antonin Artaud est bien malade. Il est victime d'un cancer du rectum qui s'est caché parmi ses douleurs multiples. Soigné trop tard, il meurt subitement le 4 mars 1948. On le retrouve mort sur son lit, nu, en position assise. Figé, il tient une chaussure à la main. Une surdose d'un puissant somnifère aura eu raison de lui. Sur un cahier, on trouve ces dernières lignes de continuer à faire de moi un envoûté éternel. Artaud est alors enterré civilement au cimetière parisien d'Ivry. En 1975, sa dépouille est transférée à Marseille. À ce jour, il reste fou pour les uns, un génie pour les autres. Que dire d'Antonin Artaud lorsqu'il déclare, je cite, « Ce que vous avez pris pour mon œuvre n'étaient que les déchets de moi-même, des raclures de l'âme. Je ne pense donc pas me tromper en disant
qu'Artaud reste bien une folle et géniale énigme. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention. Merci encore.